Et voilà, nous voilà partis donc sur ce webinaire sur les découvertes de ce droit de l'habitat participatif. Alors, je trouverais quand même intéressant de me présenter en quelques mots, vous me situer moi-même. Bon, donc en quelques mots, j'ai fait un parcours d'études en droit, hein. J'ai fait une licence de droit, avec une spécialisation en droit de l'immobilier, puis après un master en géographie aménagement du territoire, où les questions de logement étaient quand même assez importantes, hein, dans le programme et dans les stages que j'ai pu faire en collectivité. Après, par la suite, j'ai travaillé comme juriste immobilier à la Confédération générale du logement pendant 4 ans, pendant 3 ans. Et donc, parallèlement à ça, découverte de la permaculture, début 2015, ça me passionne très vite. Avec une autre personne, donc on crée l'association Permaculture 44, l'association des permaculteurs de Loire-Atlantique, donc qui passe du statut de collectif au statut d'association en 2016. Bon, bref, je co-préside en tout cas de 2015 jusqu'à 2020. L'occasion de rencontrer beaucoup de monde, faire du réseau, des conférences, des réunions mensuelles, des permapéros, bien sûr. Voilà, et effectivement, bah, l'une des grandes thématiques qu'on a pu aborder dans tous les événements que j'ai participé, c'est les questions liées à l'habitat. Et parmi ces grandes thématiques dans l'habitat, la question de l'habitat participatif, c'était une question assez récurrente. Donc, déjà, ça a été une premier temps, je dirais, de familiarisation avec ce sujet d'habitat participatif. Alors, comme ça m'intéressait, j'ai creusé la piste. À partir de 2016, j'ai suivi des stages dans le cadre de l'association HN44, qui est en Loire-Atlantique. C'est une association qui a 20 ans d'existence, qui est mobilisée autour de la formation, l'accompagnement, la mobilisation, autour de tout ce qui est lié à l'éco-construction et à l'habitat participatif. Voilà. Donc, d'où des stages, d'où d'ailleurs aussi des visites organisées, voilà, une actualité, une vie du réseau aussi sur le territoire de Loire-Atlantique. Bon, probablement à ce moment-là, j'étais locataire avec mon épouse dans un logement tout ce qu'il y a de plus banal. Et puis en 2019, on a fait l'acquisition d'une maison, cette fois-ci à la campagne, alors toujours en Loire-Atlantique, mais bien en pleine campagne. Alors, bon, c'est un cas un peu atypique, à vrai dire, puisque, pour vous le faire très court, hein, le couple qui possédait précédemment tout ce hameau, voilà, s'est séparé, a revendu tout ça, en divisant tout ça par lot. Chaque lot est lié à une maison. Là où c'est assez atypique, c'est que ils ont mis en place des systèmes de phytoépuration qui sont dimensionnés et conçus de façon à ne pouvoir traiter que les eaux grises. Donc, en clair, tout le monde est obligé, de fait, hein, d'avoir des toilettes sèches. Et donc, ça crée comme ça un gros filtre sur au niveau en termes de personnes qui ont fait la démarche d'acheter leur maison sur site. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où voilà, on a cette unité qui est ce hameau, qui est un très 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 vieux corps de ferme, qui date du XVIIe siècle, hein. Bien sûr, maintes fois rénové depuis, avec des valeurs écologistes assez fortes, voilà, qui sont partagées, les phytoépurations qui sont des équipements communs, et puis de l'entraide, du lien quoi, au quotidien. Bon, alors c'est pas un habitat participatif stricto sensu, parce qu'il n'y a pas eu démarche collective de création et gestion de l'ensemble du site, mais, ça y ressemble quand même pas mal. Voilà, toujours, voilà, pour vous situer dans mon parcours, hein, donc en 2019, je sors un bouquin qui porte sur un bouquin très généraliste sur le droit lié aux habitats dits alternatifs. D'où là-dedans un grand chapitre sur la question des habitats participatifs. Et là, d'autres projets d'ouvrage assez prochainement. Donc, comme je disais, au mois de septembre, sortie du guide juridique pour les habitats légers. Voilà, on va être un bouquin vraiment spécialisé sur les habitats légers. Et puis, d'ici la fin de l'année, normalement, un autre ouvrage, guide juridique pour les habitats participatifs. Donc, un autre ouvrage qui sera lui donc dédié à la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, là, dans ce webinaire, ce que je vais développer, donc, il y a 4 choses, hein. Déjà, resituer, c'est quoi l'habitat participatif, de quoi parle-t-on?
C'est quoi les étapes en autopromotion? Je clarifierai le terme. Comprendre les clés de fonctionnement. Alors, fonctionnement au niveau administratif, juridique, parce que c'est ça notre thématique, hein. Et puis faire un panorama alors, extrêmement synthétique de toutes les structures, il y en a un certain nombre, qui existent aujourd'hui en droit français pour pouvoir monter un projet d'habitat participatif. Et puis après, on aura un temps d'échange et des besoins des questions, de clarification, de précision, sur tout ça. Alors, c'est quoi cet habitat participatif? Bon, une définition qui a été amenée par l'article 200-1 du Code de l'urbanisme, qui est grâce à la fameuse loi LUR du 24 mars 2014, qui a été une loi qui a vraiment fait date dans l'habitat participatif. Bon, je ne vais pas lire tout le texte en entier, ça serait assez rébarbatif, mais l'essentiel ici à retenir de cette définition officielle, c'est que l'habitat participatif, c'est une démarche où plusieurs personnes physiques, éventuellement avec plusieurs personnes morales, alors petite précision, hein, une personne physique, c'est un individu, comme vous et moi, une personne morale, c'est une création juridique, voilà. Une association, une société, une collectivité territoriale, une fondation, eh bien, ce sont des personnes morales, voilà. Donc, des personnes physiques, éventuellement avec une ou plusieurs personnes morales, eh bien, se concertent ensemble pour créer un ensemble immobilier contenant notamment des logements et pour le penser et le mettre en œuvre et le cas échéant, donc c'est pas forcément, mais effectivement, si c'est bien joué pour le projet, ça va plus loin parce que ils assurent en commun la gestion de l'ensemble des immeubles construits ou acquis. Voilà, c'est ça l'esprit globalement de la définition. Ce qui est assez frappant quand vous vous intéressez à ce domaine-là, c'est la grande diversité de l'habitat participatif. Voilà, alors notamment, voilà, le nombre de foyers, à minima, bah, c'est le foyer pour 2 foyers, après jusqu'à des dizaines de foyers. Le degré de collectivisation. Parfois, ce qui est mis en commun, c'est vraiment que quelques équipements, une laverie en commun, par exemple, jusqu'à alors, l'autre extrémité du spectre, des cas où absolument tout l'ensemble immobilier est propriété collective. Les différentes d'architecture, les différences de territoire, hein, de la plaine du centre des métropoles jusqu'à la plaine campagne. Qui habite, le type d'habitant. Voilà, les acteurs qui peuvent être impliqués dans le projet. Est-ce que c'est que des particuliers? Est-ce que c'est des particuliers, une collectivité territoriale ou encore un organisme HLM? Voilà, donc, toute une typologie finalement de possibilités. Éventuellement, on peut avoir des activités professionnelles intégrées au projet, et encore l'intégration ou pas de logements sociaux. Donc, ce qui est assez frappant, encore une fois, c'est le fait qu'il n'y a pas une sorte de comme ça, un idéal unique de l'habitat participatif. Il y a, beaucoup de diversité et ce qui explique aussi la très grande diversité de termes, de mots qui sont employés dans ce domaine-là. Le terme habitat participatif, c'est certes le terme commun, le plus usité, le terme officiel, mais après on trouve plein d'autres termes comme oasis, comme éco-hameau, éco-village et cetera, et cetera. Qui sont assez révélateurs de cette diversité-là. Donc, et on voit que ce sont des projets qui recoupent, qui sont au centre de beaucoup d'envies. Encore une fois, les envies en question sont variables selon les projets, mais il y a quand même des entrées, je veux dire, qui sont très, très courantes. En tout cas, ce qui va être forcément au cœur de l'identité même de ce qu'est l'habitat participatif, c'est la question du lien social et de l'entraide, de la solidarité. La question est aussi, matériellement, on a des équipements partagés, la mutualisation des moyens, leurs moyens financiers, les moyens en termes de compétences, les moyens en termes de temps de travail, bon. La question de la démocratie, de la transparence du fonctionnement également de la structure, l'aspiration à une démarche écologique globale, éventuellement des projets professionnels qui viennent s'intégrer à tout ça. La question de quid de l'habitat pour les personnes âgées et de la mixité intergénérationnelle, quid de l'habitat pour les personnes précaires, pour que des personnes qui sont en situation de précarité puissent accéder au moins à la location, si ce n'est à la propriété dans le cadre de l'habitat participatif. Ah, c'est autant de grands sujets dans le domaine. Alors, quand on a un projet d'habitat participatif, au cœur de celui-ci, c'est quoi la raison d'être, finalement? C'est quoi la vision
qui guide les personnes qui ont eu l'élan de le mettre en place. Et il y a toujours un gros, déjà, à première vue, il y a toujours un gros travail déjà de bien poser ça correctement et essayer de le clarifier. Et bah, si on devait donner quelles sont ces différentes facettes, qui sont toutes évidemment bien interconnectées, c'est les questions du montage juridique, ça c'est surtout l'essentiel de ce qu'on va traiter aujourd'hui, mais il y a également, et c'est fortement articulé avec les questions du montage financier, quels sont le lien qu'on fait avec le territoire, avec d'autres acteurs, c'est quoi le projet bâti, le concret, dans le dur, et c'est quoi les outils d'animation des projets collectifs. Donc, vous voyez, c'est tout de même riche hein, comme thématique. Bon, quelques mots sur ces autres facettes quand même. On parle d'outils d'animation de projets collectifs. C'est-à-dire, comment est-ce que nous venons dans une culture où on a une approche individualiste qui est très forte. Bon, comment est-ce qu'on prend, comment est-ce qu'on fait avec notre propre culture, avec nos propres habitudes, avec notre propre façon de relationner, et comment est-ce qu'on crée une identité collective, voyez, avec ce jeu de ping-pong, de miroir aussi, entre les aspirations de chacun et les aspirations du collectif, voyez, c'est un vaste sujet. Et après, il y a effectivement toute une palette d'outils aujourd'hui qui existent, qui sont bien documentés, qui sont bien diffusés. Alors, il y a des outils, voilà, pour schématiser, des outils qui sont liés plutôt à la gouvernance, hein. Comment est-ce qu'on organise les prises de décision, les responsabilités au sein d'une structure. Alors, parmi notamment les modes de gouvernance assez connus aujourd'hui, on a la sociocratie, qui est finalement assez simple à mettre en œuvre en soi, la prise de décision par consentement, ça je développerai un peu plus tard, et évidemment d'autres outils. Les outils d'intelligence collective, ici le but c'est de pouvoir donner de la place à de la créativité, à de l'idéation, faire de l'émulation, donner de la place au jeu, et ça, là aussi, une grande palette d'outils. Et enfin, les outils qui sont plus relèvent du champ de la communication, quoi. Comment est-ce qu'on fait évoluer nos façons de communiquer pour pouvoir vivre en commun de façon plus constructive. Alors, il y a notamment la fameuse CNV, communication non violente, mais également d'autres processus comme le cercle restauratif ou des moyens de médiation, ainsi de suite. Quelques mots sur le volet montage financier. Bon, évidemment, avant de se lancer à corps perdu sur la recherche des financements, il faut d'abord bien trop clair sur quelles sont les parties prenantes, qui est impliquée d'un point de vue financier dans le projet. Est-ce que c'est uniquement les personnes physiques impliquées ou est-ce qu'il y a parmi les personnes impliquées, on a également des personnes morales? Est-ce qu'on a des partenariats qui sont faits avec un établissement de crédit, un organisme HLM, une collectivité, une fondation? Et puis, bah, le projet constructif, et réussir à définir son budget. Après, il y a toute une vaste palette de modes de financement sur les projets immobiliers. Je ne vais pas développer ça, c'est pas l'objet du webinaire, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer tout ça correctement, mais en tout cas, je veux simplement vous amener l'idée que le champ des possibles est vaste et que la quasi-totalité des projets immobiliers ne se font jamais avec un seul mode de financement, ils se font toujours avec un panachage de plusieurs modes de financement. Alors, qui dit montage financier, nous amène la question de comment est-ce qu'on trouve l'équilibre financier de notre projet. Finalement, comment est-ce on arrive à clarifier tout ce qui va être ressources, la rentrée d'argent dans le projet et toutes les dépenses, voilà. Avec, voilà, je vous ai mis finalement une représentation de ce qui est les entrées dans un compte de résultats, hein. Et évidemment, pour pallier ces différentes dépenses, prévues ou imprévues, eh bien, on trouve fréquemment la notion d'avoir un ou plusieurs comptes de provision qui permettent de stocker, d'avoir des réserves. Donc, en tout cas, 3 documents qu'on trouve pour planifier tout ça. Le plan de financement, c'est-à-dire quels sont tous les postes d'investissement pour mettre en place le projet. Et bah, pour chacun de ces postes, bah, qu'est-ce que ça représente en termes de budget en euros, et ensuite, bah, comment est-ce qu'on va financer ce poste-là, et avec un mode ou plusieurs modes de financement. Le compte de résultat prévisionnel, donc vous avez une version ultra simplifiée ici, et le bilan prévisionnel, hein, c'est qu'est-ce qui va constituer le capital de la structure durant les premières années du projet. Alors, autre facette, hein, les questions des partenariats, le lien avec le territoire que l'on fait, ça aussi c'est une aspiration que j'entends souvent, c'est pas seulement faire un projet pour nous et rester entre nous, et éviter, même avoir une attention sur le fait d'éviter un entre-soi très fort qui peut avoir lieu dans un habitat participatif. Comment est-ce que ça va s'ouvrir sur l'extérieur?
Une dimension parfois, notamment, qui est très forte dans le réseau des oasis, hein. Bon, là, je prenais une illustration tirée de la, la ferme des enfants qui est intégrée au hameau du Buis, hein, oasis fameux s'il en est, donc qui est une forme, je trouve, une illustration forte de cette notion de bah, cette ouverture au territoire qui est amenée vers, avec pour le coup, un projet éducatif qui est au cœur de ce projet d'habitat participatif. Il bâti, haute facette, hein, et sur lesquelles, bah, ma foi, voilà, il y a beaucoup de composantes, mais ça, je vous amener cette liste-là parce que c'est pour vous voilà, ouvrir les portes, vous faire voir la richesse et aussi la complexité hein, du sujet. Au passage, j'ai une petite image de la Botière-Chenet à Nantes, hein, d'habitat participatif que j'ai voilà, j'ai eu la chance de visiter via, comme je l'évoquais, l'association HN 44. Donc, il y a la question de la programmation architecturale. De quoi est-ce qu'on a envie en termes de logement, en termes d'équipement, en termes d'espace, de fonction? Les questions des matériaux qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on intègre la notion, si on a une aspiration à l'écologie, ben oui, mais comment ça se concrétise en termes de disposition, en termes et puis, ça nous amène sur la thématique de l'habitat sain. Comment est-ce qu'on fait en sorte que notre habitat soit sain pour nous, physiquement, mais aussi pour l'environnement? Quels sont les équipements qu'on met en place, équipements qui est d'usage privatif et d'usage commun? Les terrassements, les aménagements, notamment extérieurs, comme on voit ici. Quid du raccordement aux différents réseaux, mais ça pose aussi la thématique de la résilience ou de l'autonomie. Bah, ça, c'est des grands débats hein, aujourd'hui. Est-ce qu'on va se raccorder au réseau? Est-ce qu'on va avoir des aspects dispositifs de production autonome sur l'eau, l'électricité, la gestion des eaux usées? Est-ce qu'on combine ces dispositifs-là, raccordement au réseau? Ça, c'est des grands débats. En tout cas, quels sont aussi les professionnels du bâti qui vont être impliqués dans le projet? Quid des assurances et des garanties dont on bénéficie et qui peuvent nous sécuriser sur le projet? Et puis aussi de la fiscalité hein, qui est propre à un projet d'aménagement. Vous voyez évidemment, quand on se prend la peine de creuser tout ça, il y a quand même, ma foi, beaucoup de choses à développer. Alors, aujourd'hui, on connaît que grands réseaux en France hein, qui structurent le monde de l'habitat participatif. Bien sûr, le premier à dire, c'est Habitat Participatif France, donc association dont la vocation, c'est de coordonner et de rendre visible, de faire le lien au niveau national sur l'habitat participatif. Bon, un site qui est vraiment un site ressource, très riche, beaucoup d'événements, d'infos. Donc voilà, c'est vraiment l'organe directeur. Après, c'est en interconnexion avec le RAP, hein, le Réseau national des acteurs professionnels d'habitat participatif, c'est-à-dire des personnes qui se positionnent comme professionnels à l'accompagnement d'habitat participatif, hein, chacun après avec ses spécialités. Également, le Réseau national des collectivités pour l'habitat participatif, puisque ça y est, les collectivités territoriales s'intéressent de plus en plus à ce sujet-là. Certaines commencent à avoir des politiques publiques vraiment proactives là-dessus. Donc, effectivement, a émergé depuis quelques années ce réseau-là qui permet de faire du partage d'expériences, de revue des projets, des publications, de la recherche universitaire sur ce sujet de l'habitat participatif en tant que politique publique des collectivités. Et puis, le réseau, oui, le réseau ASIS, hein, émanation du réseau Colibri, donc qui lui fait la promotion, la diffusion d'une certaine forme de l'habitat participatif, très ouvert vers l'extérieur, porteur d'un projet de transition sociale et écologique globale, avec un site ressources et même maintenant un dispositif de financement. Donc pour faire court, ça permet d'agréger de l'épargne, des dons, des legs, pour pouvoir faire de l'emprunt, pour pouvoir prêter de l'argent pour des personnes qui souhaitent créer des projets d'Oasis. Ça fait partie de leur mission. Alors, ce réseau, donc cette coopérative Oasis et Habitat Participatif France, d'ailleurs, on mutualise aujourd'hui leurs moyens pour mettre en place cette carte interactive. Alors, je vous mets pour ceux qui suivent le webinaire en direct, je vous enverrai les liens par mail. Pour ceux qui regardent l'enregistrement en vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien, comme beaucoup d'autres éléments, en descriptif sous la vidéo.
Donc, carte interactive qui répertorie maintenant plus d'un millier d'oasis en France. Donc, c'est de loin la cartographie la plus complète en matière d'habitat participatif sur la France. On trouve tous les projets de tout type et à tout stade d'avancement, hein, des projets qui sont purement au stade de la réflexion jusque des projets complètement réalisés. Voilà. Ça, c'était pour vous donner, on va dire, un tableau d'ensemble sur ce sujet-là. Ah, Alors, excusez-moi, oui, juste une petite question. Est-ce qu'on doit comprendre que du coup, la majorité des habitats participatifs à l'heure actuelle, c'est des oasis? non. Une Parce bonne que là, partie tel que c'était sont. formulé, c'est ce que j'ai cru comprendre Oui, en oui, fait. ouais, d'accord. J'ai peut-être qu'effectivement il y avait cette ambiguïté-là. Non, 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 il n'y a pas de règle là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a un manque de statistiques assez fort hein, sur l'habitat Ok. participatif en France. Donc, Ah bah, à ma pas de connaissance, problème de vraiment, règle, il c'est n'y a du pas de recensement, quoi. statistiques qui nous permettent d'avoir un chiffre vraiment carré du nombre d'habitats participatifs, son évolution en France au niveau national, malheureusement. À ma connaissance, ces statistiques officielles n'existent pas. D'accord, merci. Mais comme voilà, mais il se trouve que bon, le réseau Oasis slash Colibri et Habitat Participatif France quand même partagent énormément de valeurs et de points de commun, donc c'est assez logiquement qu'ils se sont mis à coopérer pour mettre en place cette carte. Voilà, ou de fait, hein, effectivement, il y a une certaine confusion entre la question de est-ce que c'est une oasis, est-ce que c'est de l'habitat participatif. Bon, euh, bon, euh, voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questionnements déjà sur cette première partie très générale de clarification de ce que c'est que l'habitat participatif? Ça va? Bon. Ok. Alors, j'avance. Cette deuxième chose qui est, quelles sont les étapes? Alors, j'ai précisé en autopromotion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce terme d'autopromotion? C'est-à-dire que c'est un groupe de aspirants habitants qui mettent en commun leurs ressources et qui pilotent eux-mêmes la réalisation du projet. Ils deviennent leurs propres promoteurs, d'où le terme d'autopromotion. Parce que par ailleurs, il est tout à fait possible qu'un projet d'habitat participatif soit piloté, non pas par les futurs habitants, mais piloté par un promoteur professionnel, comme un promoteur privé, une collectivité territoriale, un organisme HLM. Mais bon. Donc là, mais ce que je veux développer ici, donc c'est le sujet de, dans les grandes lignes, de comment ça se passe sur l'autopromotion. Alors, première phase, la phase de démarrage. Il y a plusieurs éléments qui finalement se recoupent, d'où cette notion de boucle hein, entre ces différents éléments. Qu'est-ce qu'on trouve communément au début, aux prémices d'un projet? Bah, il y a cette notion à la fois de constitution d'un groupe, au moins des personnes physiques qui se groupent, qui ont une ambition commune d'un projet. Par ailleurs, il y a au moins les prémices d'une vision, d'une raison d'être, d'une identité du projet, voilà, commence à émerger. Et c'est assez fréquent, c'est pas systématique, mais il est assez fréquent que, au démarrage également, on ait une opportunité immobilière. Bon, que ce soit parce que une personne a identifié un bien qui est mis à vendre et elle pense que ah ça y est, c'est le bien est excellent, on pourrait y faire un habitat participatif, ça y est, j'ai envie de constituer un groupe, j'ai envie de constituer un projet. Également le cas où eh bien, c'est le propriétaire d'un bien qui a envie d'y développer un projet d'habitat participatif et qui aussi va engager le projet. Voilà. Donc voilà, dire que c'est ça, d'ordinaire, ce qu'on voit dans les prémices. Après, à ce stade, je veux dire, une fois qu'un premier groupe identifié, et ce, même en n'ayant pas de bien immobilier identifié à ce stade-là, défini, il y a, à mon sens, un gros travail de clarification à faire, qu'on peut faire déjà très en amont. Il vaut mieux commencer à y travailler vraiment très en amont des projets. Quitte à se rendre compte d'ailleurs que dans un groupe donné, on a des aspirations qui sont tout à fait contradictoires et incompatibles. Et que dans ce cas-là, ça donne lieu à la subdivision du groupe, et puis les uns feront le projet, un certain projet, et les autres feront un autre projet. Mais en tout cas, ce sujet-là, il va permettre d'éprouver déjà la cohérence du groupe, la cohérence du projet lui-même, et ça va servir de
fondation pour toute la suite. Alors, bah, ma foi, mais effectivement, j'ai un peu évoqué quand je parlais des facettes. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut bosser. La structure, les matériaux, bon, quels sont les équipements qui vont être d'usage collectif, quels vont être d'usage privatif, comme les logements. Sur quel territoire est-ce qu'on a envie de s'implanter? Est-ce qu'il y a réellement aucune préférence? Ou est-ce on va aller sur une région donnée, un département, une intercommunalité donnée? Est-ce qu'on aspire à l'urbanité, à la périurbanité, à la ruralité? Vous voyez. Ça pose aussi la question de qu'on structure la facette humaine, au moins avoir une prémisse de qu'est-ce qu'on met en place en termes d'outils de gouvernance, de communication. Comment est-ce qu'on a envie de vivre ensemble aussi? En termes de mode de vie, est-ce qu'il y a certaines règles qu'on juge importantes, comme l'identité du projet? En tout cas, pas hésiter à aller à la rencontre du réel, à voir ce s'est fait, profiter des retours d'expérience, des réussites et aussi des échecs, de projets qui ont déjà eu lieu. Hein. Pour ça, aujourd'hui, quand même, on a beaucoup de façons, de facilités pour le faire. Soit pour visiter des sites déjà existants, la documentation sur le sujet, voire aller jusqu'à des prises de contact pour rencontrer directement des habitants. Bon, la question des types de structures, ça on va plus développer par la suite du webinaire, et avoir une petite idée déjà de quelle capacité financière des personnes qui sont présentes. On peut, on peut déjà dégrossir ça, hein, pour avoir un estimant, bon, quels sont les apports que peut faire chacun. Et la capacité d'emprunt de l'ensemble des personnes présentes dans le projet. Quid des partenariats? Est-ce qu'on a envie d'en avoir? Pas de pas en avoir. Si on a envie d'en avoir, de quel type? Bon. Quelle est la taille? Avoir une fourchette, pas une taille très précise, mais ce qui importe, c'est quand même d'être au clair sur l'ambition. Est-ce qu'on a envie d'un petit habitat, quelque chose sur une dimension assez restreinte, jusqu'à des ambitions d'éco-village vraiment très étendues? C'est pas la même chose. Ce qui pose aussi la question du quel degré d'ouverture on a envie d'avoir vers l'extérieur. Vous voyez, il y a aussi bien des habitats participatifs, où finalement, les gens ont juste envie d'être entre eux dans leur habitat, il n'y a pas d'ambition particulière d'aller vers l'extérieur. Au contraire, jusqu'à des projets à l'autre extrémité du spectre qui ont vraiment une vocation militante très forte, ouverture vers l'extérieur, de médiatisation. Et la question de type d'habitants, c'est-à-dire comment est-ce qu'on envisage juste par les habitants des gens qui sont membres de la structure, des gens qui sont membres et par ailleurs des gens qui sont locataires et pas membres de la structure. Est-ce qu'on a une ambition spécifique en matière de mixité sociale, mixité intergénérationnelle? Voilà. En tout cas, autant de pistes de réflexion que je vous donne là-dessus. Après, et en même temps, j'ai envie de dire, se pose la question de la prospection immobilière. Donc, comment est-ce qu'on va trouver un bien qui est réellement adapté au projet? Alors, il y a effectivement au cœur de ça, il y a quand même deux choses à poser avant de partir à la chasse au bien. C'est déjà être bien au clair sur les critères de recherche. Est-ce qu'on a envie de juste des petits exemples, hein. Est-ce qu'on a envie d'un terrain constructible? Est-ce qu'on a envie qu'il y ait déjà un bâtiment à rénover? Bon. Quelle taille, encore une fois? Quel type de territoire? Bon. Est-ce qu'il y a des choses dont on ne veut absolument pas, que ce soit sur le site ou dans son environnement immédiat? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses dont on a vraiment besoin à proximité, comme la présence d'écoles, par exemple? Bon. Donc, critères de recherche et aussi capacité financière. Bon. Quelle est la fourchette qu'on vise, sur laquelle on vise en termes d'achat? Alors, après, sur les modes de prospection, ma foi, il y a de multiples modes de prospection possibles. Bon, je vais les lister ici. Je ne vais pas entrer dans le détail et les conseils pour chacun d'entre eux, mais c'est simplement pour illustrer le fait qu'on a toute une palette de possibilités. Alors, on arrive sur une phase qui est vraiment charnière et qui, effectivement, pose aussi beaucoup de questions sur les porteurs de projet. La phase quid de l'achat et la création de la structure juridique. Alors, il y a plusieurs questions là qui sont imbriquées les unes dans les autres. Bon, déjà, il y a un premier débat récurrent qui est est-ce que on part sur un scénario d'achat en indivision? Donc, on fait un achat collectif au nom de toutes les personnes impliquées dans le projet. Et après, on crée la structure. Donc, ce qui suppose de faire un transfert de la propriété du bien vers la structure une fois que celle-ci est créée. Ou, autre possibilité, autre scénario bien différent, c'est d'abord créer la structure et ensuite que ce soit celle-ci, cette personne morale, qui fasse l'achat
du bien sur lequel on va réaliser le projet. Voilà, bon, évidemment, il y a des avantages et inconvénients aux deux scénarios. Mais enfin, en tout cas, c'est un débat récurrent, c'est lequel qui est le plus intéressant. À titre personnel, dans mon point de vue sur l'habitat participatif, je trouve que le deuxième scénario est quand même vraiment préférable. Puisque dans l'achat d'indivision, ça veut dire que vous êtes d'emblée soumis au régime légal de l'indivision. J'en détaillerai un peu plus tard, mais ce qui est certain, c'est qu'il est d'une assez grande rigidité. Parce que une règle fondamentale dans l'indivision, c'est que les décisions les plus cruciales, comme justement le choix du type de structure future, eh bien, doivent être prises impérativement à l'unanimité des membres. Règle qui, oui, alors, on peut pas faire mieux en termes de critères démocratiques, mais ça peut fréquemment, malheureusement, se conduire à des situations de blocage. Bon, donc voilà, à titre personnel, et puis je trouve que c'est pour éviter ce genre de situation qu'on peut avoir dans la division, c'est plus intéressant de créer d'abord la structure, puis que l'achat se fasse par celle-ci, puis ça oblige en fait ce deuxième scénario aussi à, ben, comme on doit créer la structure en amont, c'est justement à faire tout le travail, et il n'est pas des moindres, du choix de cette structure, d'écriture de ces documents fondateurs, notamment des statuts, très en amont du projet, ce qui, à mon sens, ne peut être que bénéfique. Bon, autre élément qui est imbriqué, c'est la question donc, du processus d'achat. Alors le processus vraiment classique, c'est on passe d'abord par le compromis de vente, c'est-à-dire l'engagement réciproque du vendeur et de l'acheteur à procéder au transfert de propriété du bien contre le versement d'un prix. Et puis, par la suite, l'acte authentique de vente qui permet d'acter définitivement, officiellement, le transfert de la propriété du bien contre le versement du prix. Alors, la question de l'achat s'articule aussi avec deux points vraiment cruciaux qui sont les autorisations d'urbanisme et l'obtention des financements, qui peuvent d'ailleurs faire l'objet de clauses suspensives de vente dans le compromis de vente. L'autorisation d'urbanisme. Tout projet constructif, ça va amener nécessairement la question de est-ce qu'on a besoin d'obtenir une, voire des autorisations d'urbanisme, permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable de travaux, permis de démolir dans certains cas. Et donc, bien s'assurer que notre projet il est conforme aux règles locales d'urbanisme, ainsi de suite. Et l'obtention des financements. Si on a besoin les fonds propres des personnes impliqués ne suffisent pas, ce qui est le cas en général, ça ne suffit pas, eh bien, on a besoin d'un ensemble de financement de l'extérieur. Qu'en est-il? S'assurer du fait d'obtenir ces financements, là aussi on peut le mettre en clause suspensive de vente, dans le compromis de vente, voilà, ça fait partie des enjeux qui sont imbriqués à la question de l'achat. Bon, après on a la question des travaux, alors est-ce que le pilotage va se faire par le groupe, ou pas, on va déléguer ça à un professionnel de la construction, avec une personne qui joue le rôle d'un maître d'œuvre, qui va se charger de la conception, de la coordination des travaux. Et parmi les sujets d'interrogation, de préoccupation, eh bien, on a la question de la part de l'autoconstruction. C'est une ambition de certains groupes, pas de tous, mais d'une partie importante. Ce qu'on est sur une part de construction nulle, l'entièreté de l'acte constructif est fait uniquement par des professionnels du bâtiment, ou est-ce on fait l'autoconstruction totale, qui a existé, il y a des cas comme ça, mais ça reste vraiment, quand même globalement vraiment rare, et ça c'est plus fréquent, on a une autoconstruction partielle. Et du coup, ça pose la question de bien définir ce qui relève du champ d'autoconstruction, ce qui relève de l'acte constructif par les professionnels, comment est-ce qu'on coordonne tout ça, c'est ce qui est articulé avec quelles sont les notions d'assurance liées au projet constructif, notamment les questions d'assurance liées à la garantie décennale. Un professionnel du bâtiment réalise les aspects structurels d'un bâtiment, est tenu d'avoir une assurance sur la garantie décennale pour vous couvrir les éventuels défauts qui peuvent apparaître liés à la structure de l'ouvrage dans les 10 ans suivant la fin des travaux, et puis la question également de l'assurance chantier. Et donc, comment d'ailleurs les travaux qu'on met dans notre construction peuvent être couverts
par une assurance chantier qui est donc qui serait bien adaptée à l'autoconstruction. Bon, et après, une fois la livraison des travaux réalisés, on arrive sur après la phase, on va dire, phase de rythme de croisière, qui est pas nécessairement de tout repos. Parce que assez souvent, comme la réalisation de A à Z de ce type de projet, ça demande énormément d'implication, énormément de temps, d'énergie investie. Souvent, il y a une phase où la dynamique collective diminue. Chacun se réinvestit plus sur sa vie privée, sa vie familiale propre. Et donc, il y a souvent cette question qui se pose de, OK, mais comment est-ce qu'on dose entre ce recentrage personnel, qui est une dynamique normale, et finalement, après, repartir sur une dynamique plus collective et réussir à avoir un équilibre plus périn, de plus long terme, entre ce qui relève du privatif et du collectif. Sachant que l'habitat participatif, c'est jamais quelque chose de statique. Tout ça se transforme, hein. Les gens rentrent, les gens sortent, le bâti évolue, c'est pas des choses statiques. Au passage, d'ailleurs, la méthode de design qui structure l'approche permaculturelle peut tout à fait s'utiliser pour un projet d'habitat participatif. Je ne vais pas beaucoup développer ce sujet-là, mais je veux simplement vous ouvrir la porte sur le fait que cette méthode de design, cette méthode de conception de projet, qu'on peut résumer par l'acronyme VAUBREDIMET, qui correspond aux différentes étapes de la méthode, eh bien, ma foi, ça peut être un cadre structurant tout à fait intéressant pour vous aider dans l'habitat participatif. Voilà, avec les différentes... Donc, VAUBREDIMET, c'est un acronyme, hein, avec justement différentes étapes dont vous trouvez après le listing, ici. Bon. Et d'ailleurs, toujours pour parler de l'angle permaculturel des choses. Donc cette méthode de design a été créée par les fondateurs de la permaculture, mais par la suite, il y a une autre permacultrice, Ludi McNamara, qui a créé une méthode de conception de projet, qu'elle appelle la toile de conception, qui est développée en détail dans l'ouvrage de La permaculture et nous, et qui est donc une méthode de design permaculturel, mais qui est vraiment bien pensée, spécifiquement pensée, après de nombreuses années d'expérience sur le sujet, pour justement designer des projets qui sont centrés sur les questions de l'humain. Je trouve que c'est une excellente ressource que je peux que vous inviter à creuser. C'est ce que je voulais dire sur une vision d'ensemble des étapes en autopromotion. Alors, le troisième sujet, là, c'est un peu plus, ça va prendre un peu plus de temps là-dessus, c'est les clés de fonctionnement d'une structure d'habitat participatif. Vous verrez que c'est vraiment important de préciser ça après pour que par la suite on puisse parler des différents types de structures. Voilà, je trouve ça, c'est un préalable bien utile. Alors, bien sûr, c'est des clés de fonctionnement. Là, je parle dans le domaine administratif, dans le domaine juridique. Bon, l'une des choses, c'est quels sont les documents qui finalement structurent un projet donné. Dans la plupart des structures, vous avez des statuts avec un certain nombre de clauses qui sont obligatoires. Ça dépend selon le régime juridique de la structure. Et après, d'autres clauses sur lesquelles on a une liberté d'écriture. Ça fréquemment aussi se pose la question d'un règlement qui permet d'encadrer les règles de vie commune, d'encadrer la répartition des charges, finalement faire un complément au statut. Alors si on est en copropriété spécifiquement, il y a un règlement de copropriété qui, lui, est une forme de règlement extrêmement encadré. Dans un certain nombre de structures aussi, est obligatoire de mettre en place ce qu'on appelle un état descriptif de division. C'est un document qui est réalisé obligatoirement par un géomètre expert, qui divise donc l'ensemble de l'ensemble bâti, qui le divise en lots. Voilà, ça qui permet derrière de pouvoir répartir la propriété du bien. Et dans bon nombre de projets, on peut joindre à ces documents-là aussi une charte. Alors une charte, comment dire, ça n'a pas la valeur, ce n'est jamais un document officiel obligatoire, mais ça n'a pas la même valeur que les documents, d'un point de vue juridique, que les documents situés au-dessus. Mais tout de même, ça peut être un élément vraiment intéressant pour pouvoir expliciter de façon détaillée au moins les valeurs, l'identité du projet. Alors, autre notion liée au fonctionnement, c'est la question des parts sociales. Bon. Alors,
qu'est-ce que c'est fondamentalement une part sociale? Bah, ce sont une unité qui compose le capital de structure. Voilà. L'analogie avec le gâteau qu'on découpe en parts, bah, elle est plutôt pas mal. Après, il y a une petite question de vocabulaire, hein, en cas de copropriété, on ne parle pas de part sociale, mais on parle de tantième. Bon. Et lorsqu'on est en division, on parle de quote-part. Bon. Euh, mais c'est quand même, grosso modo, la même chose. Alors, la notion, par contre, n'existe pas en association. Il n'y a pas d'équivalent en association, ça n'a pas de lien avec ce type de structure. Une autre notion fondamentale, c'est les catégories de membres dans une structure donnée. Alors, le cas le plus simple, bien sûr, c'est avoir une seule catégorie. Mais il y a quand même beaucoup de projets d'habitat participatif où on ne se contente pas d'avoir une seule catégorie. Alors, une distinction assez classique, c'est faire une distinction entre les membres qui sont habitants, qui résident sur site, qui sont domiciliés sur site, et les membres, disons, investisseurs ou sympathisants qui ont un investissement dans le projet, ne serait-ce qu'un investissement financier, mais n'habitent pas sur site. Parfois, dans certains projets, on fait une distinction spécifique pour certains membres, un ou deux membres fondateurs, et parfois, le régime juridique de la structure prévoit que doivent mettre en place différents collèges. Voilà, donc différentes catégories de membres, en clair. Alors, en lien avec ça nous amène sur la question des entrées et des sorties dans l'habitat. Parce que, de toute façon, ça a lieu, donc il va falloir poser la question de comment ça va être organisé. Alors, une question qui vient très vite chez les porteurs de projet quand on évoque ce sujet-là, c'est la question de l'agrément, de la procédure d'agrément. C'est-à-dire qu'une personne, pour X raison, souhaite devenir membre de la structure. Comment est-ce que les membres de la structure qui sont déjà en place peuvent décider si, oui ou non, on accepte eh bien, ce nouvel entrant? C'est effectivement, c'est une vraie question, de par le caractère très, très personnel et très impliquant, normalement, de l'habitat participatif. Bon, articulé donc avec la question de comment est-ce qu'on peut arriver dans une structure, il y a un premier mécanisme qui est la création de nouvelles parts sociales, hein, ou si on parle d'une association, c'est devenir membre de la structure. Bon. Mais en tout cas, pour lier à une création de nouvelles parts sociales, c'est la contrepartie par la nouvelle entrante d'apport au capital. Et autre mécanisme, c'est que le nouvel entrant, il est grâce à un transfert de parts sociales. Voilà. Des parts sociales changent de main, que ce soit par de la vente, que ce soit par du don, que ce soit par un legs, parce qu'une personne membre est décédée, donc ses parts sont transmises à ses héritiers. Bon, au-delà de ça, donc fondamentalement, il y a deux entrées à penser. C'est comment se passe le processus d'inclusion. Et c'est assez classique, et c'est même vraiment, je peux que vous conseiller d'aller dans le sens de penser bien les étapes du processus d'inclusion. Des étapes qui peuvent avoir lieu, c'est d'abord qu'une personne arrive en tant qu'observateur. Voilà, une implication tout à fait occasionnelle. Puis, ça peut être une phase d'expérimentation. La personne n'est pas encore membre de la structure, mais elle participe à la structure, à sa vie collective, éventuellement les réunions, et sans pouvoir de décision. Puis, eh bien, s'il y a un commun temps au sein de l'Assemblée générale des membres que de la personne qui souhaite arriver, on peut procéder officiellement, acter l'inclusion de la personne dans l'habitat participatif. Bon, en tout cas, réfléchir aux étapes, je pense que c'est vraiment un point fondamental. Et l'autre versant de la chose, c'est le processus aussi d'exclusion. Alors c'est vrai que c'est pas nécessairement très plaisant d'aborder ce sujet-là, surtout dans un temps de démarrage où on a envie de s'investir, se projeter dans le projet, dans le lien social, etc. On n'est pas forcément, on a beaucoup d'allant à aller traiter ce genre de sujet, mais c'est vraiment indispensable de l'aborder de go, quoi, pour envisager, ma foi. Qu'est-ce qui peut se passer en cas de discorde dans un habitat participatif? Alors, bon, après, je pense qu'il y a toute une gradation en fait à réfléchir. Déjà, dans les modes de gouvernance, dans les modes de communication, ensuite, ça ne suffit pas dans les modes de médiation qui peuvent être internes au groupe, qui peuvent aussi faire appel à de la médiation externe.
la part d'un intervenant qui va être extérieur, qui va être neutre dans un éventuel conflit. Mais bon, si tout cela, tous ces différents processus n'aboutissent pas, ben, ça pose la question de, effectivement, en cas de violation grave ou répétée du fonctionnement de la charte, du règlement, de la structure, que fait-on? Et donc ça pose la question de comment est-ce qu'on cadre la processus, la procédure d'exclusion, qui doit bien être prévue dans les documents officiels de la structure, et qui forcément est aussi articulée avec des notions d'ordre financier. Parce que c'est donc si une personne exclut la structure, quid de sa propriété dans la structure? Donc si elle est propriétaire de parts sociales dans la structure, ou de tantième, ou de quote-part, comment procéderait-on à le rachat de ces propriétés, ou son remboursement par la structure elle-même? Autre point important sur le fonctionnement, c'est la question des apports. Voilà. Donc on a déjà les apports en capital, donc qui contribuent à la formation du capital. Alors, là-dedans, classiquement, on distingue les apports en numéraire, c'est-à-dire en argent, hein, et les apports en nature, donc j'apporte un bien, la propriété d'un bien, la propriété d'un bien matériel ou immatériel. Les apports en industrie. Alors, les apports en industrie, c'est j'apporte ma force de travail, un certain nombre d'heures de travail dans certaines tâches qui contribuent à l'objet social de la structure. Bon. Alors, bon, avec quand même une petite, un petit bémol ici, c'est que les apports en industrie ne sont pas possibles dans tous les types de structures, et même lorsqu'ils sont possibles, ils ne contribuent pas à la formation du capital. Quelqu'un qui fait son apport de travail, un apport en industrie, il peut, dans certaines structures, avoir des parts sociales contre cet apport-là, mais par contre, cet apport en industrie, eh bien, il ne contribue pas à l'augmentation, à la création du capital. Bon. Donc voilà, c'est le type le plus courant d'apport, mais il faut aussi également penser à d'autres types d'apports qui sont des formes de prêts. Donc on a les apports en compte courant. Là, c'est ce qu'on voit dans les sociétés, hein. Donc un associé peut prêter de l'argent à la structure sur des conditions qu'on peut définir librement, sur une durée définie, non définie, avec taux d'intérêt ou sans taux d'intérêt. C'est des choses qui peuvent se négocier. Et l'on a un mécanisme similaire dans le cas d'une association, c'est celui des apports avec droit de reprise, qui permet donc non pas faire des dons, mais faire une forme de prêt à la structure, avec encore une fois la possibilité de reprendre avec ou sans intérêt dans une durée déterminée ou indéterminée. Bon. Alors, en termes de fonctionnement collectif, eh bien, se pose la question des droits de vote. Comment est-ce qu'on décide dans une structure donnée? Alors, les deux cas de figure de loin les plus courants, hein, c'est soit le nombre de voix d'un membre soit proportionnel à son nombre de parts sociales, ou de tantièmes, ou de quote-part d'ailleurs, ou est-ce qu'on est sur le principe coopératif, une personne égale une voix, quel que soit le nombre de parts sociales, de tantièmes, de quote-part dont dispose une personne, elle n'a, dans les prises de décision, qu'une voix. Voilà. Et ça, c'est vraiment une distinction fondamentale, et qui, le choix de l'un ou l'autre de ces modes de fonctionnement, c'est un aspect vraiment important pour aller faire le tri dans les différents types de structures. Bon, ça, c'est des éléments qui sont inscrits dans les statuts. Après, je dirais que lorsqu'on met en place, on veut privilégier dans une structure la prise de décision par consentement, ce qui est assez fréquent, je vois dans l'habitat participatif, ça vient tempérer ces règles de prise de décision. C'est-à-dire que on tente d'un premier abord, et c'est normalement le fonctionnement courant de fonctionner par décision par consentement, mais c'est seulement en cas d'échec de ce type de processus que l'on bascule sur l'un ou l'autre de ces modes de vote. Alors la prise de décision par consentement, bon, pour en parler brièvement, hein, c'est un processus de prise de décision qui, comment dire, il favorise, il évite disons, la problématique du consensus mou, voilà, qui malheureusement est souvent lié au mode de prise de décision par consensus.
Il permet de pouvoir bénéficier de l'intelligence collective une proposition est mise sur la table. Bon, pour son processus, hein, pour l'expliquer donc très brièvement, on a d'abord la phase de préparation de la proposition. Celle-ci va donc élaborée par plusieurs membres du groupe, puis elle va être présentée donc au sein de l'instance qui est décisionnaire pour traiter de la proposition. Ensuite, on fait un premier tour de clarification. Est-ce qu'il y a des besoins de précision là-dessus? Ensuite, une phase de ressenti. Qu'est-ce que ressentent les personnes vis-à-vis de la proposition? Est-ce qu'il y a non seulement des choses positives, mais aussi des choses négatives, de l'appréhension, des peurs, voilà, des différentes formes d'observation critique sur ce qui est amené sur la table. Si effectivement, dans ce genre de choses, ça amène le temps des amendements. Donc là, la personne ou les personnes qui ont amené la proposition peuvent amener des clarifications, peuvent amender, reformuler, modifier la proposition, ou encore la retirer. Bon. En tous les cas, si on continue d'amener la proposition en avant, il y a le temps des objections. Est-ce qu'une personne s'oppose formellement à la proposition telle qu'elle est amenée? Et si c'est le cas, effectivement, on peut passer par un temps d'intelligence collective, éventuellement avec un outil d'intelligence collective, pour chercher à lever les objections et finalement intégrer le point de vue de chacun pour finalement obtenir une proposition vraiment optimale. L'objectif étant de pouvoir lever donc ces propositions et effectivement, à partir du moment où on a levé l'ensemble d'objections, la proposition est prise par consentement. Et évidemment, enfin, on n'oublie pas de célébrer. Alors, autre sujet majeur dans la gestion de l'habitat participatif, c'est qu'en est-il de la responsabilité financière des membres de la structure? Bon, en gros, il y a 3 cas de figure, hein. Soit il y a absence totale de responsabilité financière, soit on a une responsabilité qui est illimitée en termes de montant, mais par contre, elle est proportionnelle au nombre de parts sociales ou tantièmes ou quote-part. Et autre cas de figure, les associés sont responsables des dettes de la société vis-à-vis des créanciers de la société, enfin de la structure, je veux dire, mais cette responsabilité est limitée en termes de montant au montant de leur apport et éventuellement en proportion de leur nombre de parts sociales, quote-part ou tantième. Voilà. Alors, on arrive sur la fin sur les modes de fonctionnement. Il y a tout de même un point qui est vraiment fondamental à discuter. Et là aussi, c'est vraiment un point qui va... absolument, vous avez tranché ce point-là parmi ces différentes options, qui va vraiment vous aider à faire le tri parmi les différents types de structures qui existent. C'est la question de quel type de relation vous voulez avoir avec la propriété immobilière, la propriété du bien. Bon, déjà, ça me pose en amont une première question qui est, est-ce que finalement, parmi les personnes habitant sur site, on n'a que des personnes qui sont membres de la structure, mais aussi des foyers non membres, qui sont locataires de la structure? En tout cas, pour les personnes qui sont donc membres de la structure, ben voilà, différentes options. Alors, il y a le cas assez radical et peu commun, mais ça effectivement, on le voit même dans un certain nombre de projets émergés, où il y a absence totale de propriété. Personne dans la structure ne possède rien, elle ne possède pas de partie de la propriété, de partie bâtie, comme un logement donné, et elle ne possède pas non plus de quote-part, de tantième ou de part sociale dans la structure. Bon. Autre cas de figure, c'est le fait. Donc, on a seulement ce qui est géré, propriété est gérée de façon collective, c'est uniquement quelques équipements. Par contre, tout le reste, eh bien, c'est de la propriété individuelle classique. Et puis, même si tout est en propriété collective, il y a des différentes déclinaisons. On peut avoir donc les parties d'usage collectif, mais des parties à usage privé, je pense donc notamment au logement quand je parle des parties à usage privé, avec attribution en jouissance. Donc un foyer donné, on lui donne un droit d'usage dans telle durée, dans telle condition de cette partie privative. Donc une propriété collective avec partie d'usage collectif, mais des parties privées avec bail locatif, c'est ce qui est différent, hein, c'est-à-dire que le foyer signe un bail, un contrat de location lui donnant un droit d'usage de cette partie à usage privé. Et enfin, un autre cas de propriété collective, c'est toujours partie à usage collectif et partie à usage privé avec attribution en propriété. Là, eh bien, le cas classique, c'est un logement, eh bien, est donné en propriété à un foyer.
Euh, Bon, la clause d'agrément, ça peut se mettre, je l'ai déjà évoqué de toute façon, hein, quand on parlait d'inclusion, exclusion, voilà, dans la vie, d'entrée et sortie dans une structure, on peut la mettre dans une bonne partie des types de structures dont je vais vous parler par la suite. Elle permet, en gros, de pouvoir valider en assemblée générale, lorsqu'on souhaite faire un transfert de part sociale, ou d'ailleurs une création de part sociale, eh bien, est-ce qu'on est d'accord, collectivement, de faire ça pour cette personne-là et à ce prix-là? Voilà. Moi, c'était tout pour la question, pour vous vraiment clarifier les clés de fonctionnement, et après, ces questions, ça déboule après sur les questions des panoramas, sur la structure. Mais est-ce que, à ce stade-là, vous auriez des questions vraiment brûlantes sur ces différents modes de fonctionnement, ces clés de fonctionnement? Moi, j'en ai une. Oui. Je voulais savoir juridiquement comment ça se posait. Est-ce qu'il y a des documents qui font valoir ces choses-là Ouais. ou est-ce que ça reste très abstrait Non, et non, en non, fait on c'est pas fait un du peu tout comme abstrait, on hein. a envie? Ah non, 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 c'est pas du tout abstrait. Tout ça est à mettre dans les documents. C'est les documents structurants dont je parlais au tout début, la première clé que j'ai évoquée. D'accord, mais du coup, ce sont des documents qui sont propres à l'habitat participatif, c'est ça? Euh, Ça a été créé pour ça? Ça fait longtemps que ça existe? C'est alors, quoi beaucoup, exactement? ouais, beaucoup de questions en une, finalement, parce que les types de documents structurants dépendent vraiment de chaque type de structure. Voilà. Si je suis dans une association, c'est pas du tout les mêmes types de documents structurants que dans une copropriété, par exemple. Et le fait est que, en droit français, jusqu'à la fameuse loi Allure du 24 mars 2014, il n'existait aucun type de structure qui a été spécifiquement pensé, créé, pour faire spécifiquement de l'habitat participatif. Voilà. Ça n'existait pas. Voilà. Donc, grâce à l'Allure, mais ça, je vais en parler juste après, hein, on a deux types de structures qui ont été créées, dont le régime juridique est fait spécifiquement pour l'habitat participatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que déjà jusqu'à ça, forcément, tous les porteurs de projets ils utilisaient des types de structures dont le régime juridique à la base n'a pas été pensé pour l'habitat participatif, mais ils se débrouillaient avec ça. Ils se débrouillaient avec les structures existantes. Et puis, il faut dire que cette loi Allure, elle n'a pas soldé les débats. Loin de là. Et aujourd'hui, les porteurs de projets, ils continuent d'utiliser des types de structures dont le régime juridique n'a pas été pensé pour l'habitat participatif. Voilà. Mais on peut tout à fait se débrouiller avec ça, hein. Bon, ça deviendra plus clair quand je parlerai des différents types de structures, je pense. Ah, on a un chien qui participe. Ouf, pardon. Je suis désolée, c'est dans ma poche et ça c'est. Excusez-moi. Mais j'ai écouté, c'est d'accord. Enfin, c'est pas tellement plus clair en gros tout de suite maintenant, mais je vais attendre la suite du coup. Merci Ouais, beaucoup. ouais, je pense que ça deviendra plus clair avec le 4. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions là, sur ces clés de fonctionnement que je viens d'évoquer? Hmm. Non? Ok, ça marche. Allez, j'avance. Alors, le fait est, vous allez le voir très vite, hein, aujourd'hui, on a toute une diversité des types de structures qu'on peut utiliser en France pour de l'habitat participatif, ce qui est à la fois une force et une faiblesse. Une force parce que, bon, quand même, dans cette grande diversité, normalement, on doit pouvoir trouver chaussures à son pied. Bon. Mais en même temps, la diversité est telle que c'est pas évident de s'y retrouver. Ça demande quand même ça demande un vrai travail, hein, de poser, ok, quel type de structure adapter les particularités de mon projet. Et a fortiori, si vous n'avez pas de formation en droit, c'est pas évident de pouvoir faire un choix éclairé. Alors, donc une présentation, je me suis efforcé de faire le plus synthétique possible, dire les caractéristiques essentielles des différentes structures. Alors l'indivision, j'ai un peu évoqué, donc c'est une forme de propriété collective que plusieurs personnes
personnes physiques ou personnes morales, sont propriétaires collectivement d'un bien, voilà, ou de plusieurs biens. Là, la répartition de la propriété, ça s'appelle en quote-part. Voilà. Bon, c'est l'équivalent des parts sociales pour l'indivision. Il faut savoir qu'une indivision n'est pas dotée de ce qu'on appelle la personnalité morale. Donc, contrairement à une société, par exemple. Donc, une indivision, ça veut dire qu'elle ne peut pas faire d'acte juridique. Une indivision, elle ne peut pas faire un contrat de location, par exemple. Ce n'est absolument pas possible. Lorsqu'on veut faire un acte dans une indivision, il faut que l'ensemble soit réalisé, enfin que cet acte soit réalisé par les membres de l'indivision. Alors, si on gère des logements dans une indivision, eh bien, l'attribution des logements parmi les membres se fait via ce qu'on appelle l'attribution des logements en jouissance. C'est-à-dire qu'on acte en assemblée le fait que eh bien, le logement numéro 3, il est alloué à monsieur et madame B. Voilà. Alors, il y a un régime juridique de l'indivision qui prévoit un certain nombre de règles, dans une bonne part d'ordre public, c'est-à-dire vraiment obligatoire. Cela dit, on peut mettre en place ce qu'on appelle une convention d'indivision qui permet de préciser les règles de fonctionnement de l'indivision. Mais, comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, dans le régime juridique d'ordre public de l'indivision, eh bien, voilà, pour faire simple, les actes les plus essentiels, comme la vente de quote-part, par exemple, doivent être pris à l'unanimité des membres. Et par ailleurs, les actes dits d'administration, les actes de gestion, eh bien, doivent être pris aux 2/3 des voix. Sachant que nécessairement, le nombre de voix dont un membre dispose dans une indivision, il est obligatoirement proportionnel à sa quote-part dans l'indivision. Donc on ne peut pas avoir le principe une personne égale une voix dans une indivision. Autre particularité qui est de l'indivision, c'est que à tout moment, un membre de l'indivision peut demander à en sortir. Bon, on peut cadrer ça dans une certaine mesure dans la convention, mais tout de même, la convention d'indivision, mais tout de même, la règle est là. Et un autre aspect de précarité, c'est qu'à tout moment, un membre de l'indivision peut demander à ce que soit réalisé le partage de l'indivision. C'est-à-dire qu'on mette fin à l'indivision, qu'on vende la propriété de celle-ci, ou sinon qu'on la répartisse en propriété voilà, entre les membres. Propriété individuelle. Voilà, donc c'est une structure qui est simple à mettre en œuvre, mais par contre qu'à créer, mais qui souffre comme voilà à la fois d'une grande rigidité sur les actes essentiels, puisque de par la règle de l'unanimité, qui est source de beaucoup de litiges dans les indivisions, et par ailleurs d'une grande précarité, qui est due à la fois au fait que tout le monde peut partir à ce moment et que tout le monde peut demander à ce moment aussi le partage de l'indivision. Donc en pratique, l'indivision, c'est très rare de l'avoir pour l'habitat participatif en dehors de cas de figure temporaires. C'est-à-dire, voilà, le cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, c'est au départ, et souvent c'est parce qu'on est pris par le temps, on fait un achat du bien en indivision, puis par la suite on crée une autre structure juridique et on transfère la propriété du bien vers cette structure juridique. Voilà. De cette façon temporaire, ça se fait assez couramment, mais par contre de façon pérenne, c'est vraiment rare. Autre type de structure, l'association loi 1901. Une association, alors on parle d'association loi 1901 par raccourci de langage, hein, en fait, ça veut dire quoi? C'est une association qui est soumise à la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association. Bon, c'est le type d'association de loin le plus courant en France. Alors, donc c'est fondé sur des statuts, hein, déposés d'ailleurs en préfecture. Bon, c'est un fonctionnement qui est simple, il y a beaucoup de liberté dans l'écriture des statuts. La structuration d'une association, c'est l'assemblée générale qui rassemble donc l'ensemble des membres, le différents conseils d'administration, bureau. D'ailleurs, il n'est pas obligatoire d'avoir les 2 organes, on peut avoir un seul, hein, on peut avoir par exemple uniquement un conseil d'administration.
Et par ailleurs, on peut tout à fait avoir un seul président ou plusieurs présidents, voire que tous les membres de l'association soient présidents, c'est aussi possible. Bon, je pense que voilà, c'est très courant en termes de structure. Je pense que vous devez déjà plus ou moins être familiarisé avec voilà, ce type de structure-là. En tout cas, ce qui est vraiment particulier avec l'association, c'est que les membres d'une association ne possèdent pas l'association. Il n'y a pas de notion de propriété. Donc si l'association, eh bien, c'est elle qui est propriétaire et gestionnaire d'un ensemble bâti, eh bien, je suis membre de l'association, certes, bon, mais j'ai pas de part sociale, de quote-part, de tantième, non. Et j'ai pas non plus de part identifiée dans le bâti, non plus. Et donc c'est vraiment les groupes qui font le choix d'une absence totale de propriété, eh bien, ils font le choix de l'association loi 1901, parce que c'est la structure qui s'y prête. Alors, autre type de structure, c'est l'association syndicale libre, ASL. Donc ça, c'est un autre type d'association qui est moins connu que l'association loi 1901. Alors, ce qui est bien particulier avec l'ASL, c'est que c'est une association de biens immobiliers, et pas une association de personnes. Alors, je vais clarifier ça. Lorsque vous créez une ASL, vous définissez son périmètre. Son périmètre, donc ça désigne des périmètres. Quelles sont les parcelles qui font partie de l'ASL? Et donc, de droit, quand une personne est propriétaire d'une parcelle qui fait partie, qui est dans ce périmètre-là, elle est de droit et d'emblée et automatiquement membre de l'ASL. Voilà. Ce qui a beaucoup de conséquences. Voilà, si dans ce périmètre-là, eh bien, pour la parcelle XB22, le propriétaire, la propriété passe de Monsieur C à Madame A, eh bien, ce transfert, voilà, Madame A est d'emblée et de droit, automatiquement, membre de l'association syndicale libre. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de procédure d'agrément possible. Alors, autre particularité de l'ASL, c'est que sa vocation, et c'est bien prévu dans son régime juridique, c'est de gérer, de créer et d'entretenir uniquement des équipements collectifs. Une piscine, une phytoépuration, un dispositif de récupération collective des eaux pluviales, que sais-je. En tout cas, des équipements collectifs. Donc, ça ne peut pas porter sur des logements. Voilà. Bon, après, en termes de fonctionnement, on est sur quelque chose qui est assez proche de l'association loi 901, avec une assemblée générale, un syndicat élu parmi les membres, et puis obligatoirement un président et un seul président élu, qui est représentant légal de l'ASL. Donc, c'est assez rare que l'habitat participatif utilise cette forme-là, et comme on le voit, alors finalement, ça va fonctionner et être adapté sur des projets où l'objet de ce qui est mutualisé, c'est uniquement des équipements collectifs. Alors, autre forme de structure, plus connue, hein, la copropriété. Alors, comment c'est mis en place? C'est obligatoirement par un acte notarié, par l'intermédiaire d'un notaire, avec deux documents fondateurs, que sont le règlement de copropriété et l'état descriptif de division. Ce sont ces documents extrêmement encadrés. Et globalement, le régime juridique de la copropriété, c'est un régime qui est donc très cadré et qui est complexe. Donc, voilà, pour se lancer là-dedans, ça demande une vraie démarche de formation, d'appropriation sur le régime juridique, qui a une complexité assez certaine. La propriété du bien divisée en lots. Voilà, par exemple, le lot 73 correspond au logement B3, par exemple. Et puis, et ça, c'est corrélé, ces lots, avec des tantièmes. Donc, notre lot 63, eh bien, il correspond au tantième numéro 163 à 175, par exemple. Et une règle obligatoire d'ordre public dans la copropriété, c'est que le nombre de voix en assemblée générale d'un copropriétaire, eh bien, est proportionnel à son nombre de tantièmes. Donc, on ne peut pas avoir le principe une personne égale une voix dans une copropriété classique, puisque comme je le mets vers la fin,
Une déclinaison de la copropriété qui est peu connue, mais il est tout à fait possible de mettre en place, c'est une copropriété à syndicat coopératif. Ah, alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est une copropriété voilà, qui a un régime juridique particulier, et notamment, la conséquence de ça, c'est que dans les prises de décision, les copropriétaires appliquent le principe une personne égale une voix. Voilà. Donc ça, c'est pour le coup une forme de copropriété qui est beaucoup plus raccord avec l'esprit de l'habitat participatif. En termes de structure, bon, on a une distinction pardon, entre le syndicat des copropriétaires, donc c'est l'ensemble des copropriétaires, le conseil syndical, donc c'est parmi les copropriétaires, on élu ceux qui ont vocation à surveiller la gestion courante réalisée par le dernier acteur, c'est-à-dire le syndic. Le syndic, c'est l'acteur qui est chargé d'assurer la gestion courante de la copropriété. Le syndic peut être aussi bien bénévole que professionnel, membre de la copropriété ou non membre de la copropriété. On peut avoir, après, pour amener cette notion d'habitat participatif dans l'écriture des statuts de copropriété, on peut prévoir, tant pour le conseil syndical que le syndic, des mandats courts et ou révocables. Hein, voilà, dans une certaine mesure, parce que c'est très cadré et tout ça, mais voilà, on peut prévoir ce genre de disposition. Dans tous les cas, l'attribution des logements se fait en propriété. Hein. Donc on sait que telle personne est propriétaire de tel logement, elle a un usage privatif et en est propriétaire. Et par ailleurs, on a tout un ensemble de parties également collectives dans une copropriété. Bon, autre type de structure, c'est la SCI, la Société Civile Immobilière, ou société civile, comme le nom l'indique, hein, qui va être structurée par ses statuts, où globalement on a une grande liberté d'écriture, et il faut savoir qu'il est possible de la mettre sous forme coopérative. Auquel cas on parle de SCCI, de Société Civile Coopérative Immobilière. Alors, ici, qu'en est-il du rapport à la propriété? Donc on a voilà, des parties collectives, et les logements peuvent être attribués aussi bien en jouissance pour les membres, et on peut également les attribuer aux membres via un bail locatif. Donc dans une SCI standard, le nombre de voix de chacun va être proportionnel à son nombre de parts sociales. Alors ça, c'est la règle par défaut. On peut prévoir autre chose. C'est-à-dire que sur une SCI classique, il est possible de prévoir la règle une personne égale une voix, mais c'est vraiment fragile d'un point de vue juridique. Alors, pourquoi? C'est par une règle du droit des contrats qui s'appelle l'interdiction des clauses léonines. Voilà, qui prévoit qui interdit les contrats qui créent une disproportion très forte entre les droits et obligations des parties au contrat. Je vais essayer d'être plus clair. Vous êtes dans une SCI classique, vous prévoyez la règle une personne égale une voix. Vous êtes 5 personnes, donc ça veut dire que concrètement, chacun a 20% des voix. Ok. Mais là-dedans, il y a une grande disparité dans les parts sociales, et par exemple, une personne a seulement 5% des parts sociales. Vous voyez, il y a une disparité qui est forte entre 5% de parts sociales, mais 20% des voix. Et là, ce qui peut se faire, c'est que donc on ait un litige au sein de la SCI, et notre membre considère que c'est injuste cette situation et fasse un recours judiciaire pour demander au juge de casser la clause une personne égale une voix, de par l'interdiction des clauses léonines. Et effectivement, il y a un certain nombre de procès là-dessus, et si effectivement il y a une disproportion importante, les juges cassent ce type de clause. Voilà, donc ça peut en revenir au fait que dans une SCI classique, à moins que les membres de la SCI aient un nombre de parts égal ou à peu près égal, la clause une personne égale une voix est juridiquement vraiment fragile. Donc, par contre, si on veut vraiment le faire de façon sécurisée, y compris avec des niveaux de parts sociales très divers, eh bien, il faut qu'on soit dans une SCI coopérative. Voilà. Allez, j'avance. Vous avez la SCI A, la Société Civile Immobilière d'Attribution, donc c'est un type particulier de SCI, avec un régime juridique qui est beaucoup plus cadré que la SCI, donc il y a moins de liberté dans l'écriture des statuts.
Euh, donc les personnes disposent de parts sociales et il y a un lien qui est fait entre une part sociale et un lot dans la structure. Donc si je possède les parts 163 à 175, c'est lié au lot numéro B3, par exemple. Bon. Dans les documents fondateurs, donc on a les statuts de la CIA, on a un règlement, alors qui peut être un règlement de copropriété ou un règlement de jouissance. En tout cas, un règlement qui doit respecter est structuré selon les règles des règlements de copropriété. Mais après, bon, on distingue dans la pratique les règlements de copropriété et les règlements de jouissance dans les SCIA. Et l'état descriptif de division, donc qui permet de diviser en lots l'ensemble bâti. Bon. En structure, donc on a l'assemblée générale, conseil de surveillance qui surveille le ou les gérants. Et donc, les logements, une fois la construction réalisée, eh bien, sont attribués en propriété ou attribués en jouissance. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir vraiment ici, c'est que le régime juridique de la SCIA, il a été pensé pour que ce soit une société temporaire quand même, hein. C'est-à-dire que l'esprit du texte de loi, c'est que donc un ensemble de personnes mettent en commun des moyens et gèrent un chantier voilà, pour sortir de terre, réaliser un ensemble bâti. Mais l'esprit de la loi, c'est qu'une fois que la livraison des travaux est réalisée, on dissolve la SCIA et qu'on fasse une copropriété. D'où le fait qu'il est obligatoire de mettre en place un règlement respectant les règles du règlement de copropriété à la création et ainsi qu'un extrait descriptif de division. Voilà. Mais effectivement, ça fait longtemps que des porteurs de projets, des groupes qui font de l'habitat participatif ont détourné ce régime juridique. Ils l'ont détourné dans le sens où ils ont mis en place des CIA de telle façon à ce que, eh bien, une fois l'ensemble bâti réalisé, on ne bascule plus sur la copropriété, on reste en SCIA. Voilà. Donc, voilà, si vous faites la bascule vers la SCIA, donc vous faites la bascule de SCIA vers la copropriété, il y a une attribution en propriété des logements, ce qui est une conséquence logique du passage en copropriété. Par contre, si on maintient la SCIA, eh bien, on attribue les logements en jouissance. Bon, alors il y a un autre type de structure dont le régime juridique a beaucoup de similarités avec la CIA, c'est la SCCC, la Société Civile Coopérative de Construction. Pareil, hein, dans l'état d'esprit de la loi, c'est une société qui a une vocation temporaire, donc comme pour la CIA, hein, c'est toute la phase de création, mise en place, programmation, chantier, livraison. Mais par contre, une fois la livraison réalisée, dans l'esprit de la loi, on bascule vers une copropriété aussi. Mais bon, encore une fois, un certain nombre de porteurs de projets, de groupes, ont détourné ce statut. Et finalement, une fois l'ensemble bâti réalisé, ne font pas cette dissolution de la SCCC et le bascule vers la copropriété, ils maintiennent l'existence de la SCCC de façon indéfinie. Bon, il faut noter quand même dans la SCCC, les logements sont attribués en propriété. Comme c'est une société coopérative, on a le principe d'une personne égale une voix. Bon, mais par contre, ça reste voilà, mais ça reste un montage qui est fragile, hein, parce que à tout moment, voilà, un membre de la SCCC peut demander l'attribution, en propriété pleine et entière de son logement, ce qui force la création d'une copropriété. Voilà. Donc c'est quand même précaire hein, en termes de structure, ça reste soumis à la bonne volonté de l'ensemble des membres de maintenir la SCCC en existence et ne pas basculer vers la copropriété. Bon, on arrive vers la fin hein, du panorama de différents types de structures. Hein. Donc, suite à la fameuse loi Allure du 24 mars 2014, ont été créées les sociétés d'habitat participatif. Alors ça y est, enfin, arrivaient en droit français des types de structures dont le régime juridique a vraiment été pensé pour l'habitat participatif. Il y en a deux, la SAA et la SCH. SAA, c'est pour Société d'attribution et d'autopromotion, qui est dans le régime juridique qui est très proche de la SCIA. Et la SCH, la Société coopérative d'habitants. Bon, avec une attribution des logements en jouissance ou en propriété, selon les cas. Bon,
Voilà, quelques éléments pour vous y retrouver. C'est un sujet riche, hein, c'est ce site d'habitat participatif de la loi ALUR. On trouve le principe une personne égale une voix. Alors, c'est sur option, par contre, c'est sur option SA, parce qu'en SA, on peut faire le choix de soit une personne égale une voix, soit faire un nombre de voix proportionnel au nombre de parts sociales. Voilà, ce type la SAA comme la SCH peuvent être sous forme de société civile, mais aussi de société commerciale. L'option existe à la création. Il faut savoir que la grande particularité de la SCH, la Société coopérative habitant, c'est de pouvoir encadrer le prix de vente des parts sociales, et ainsi pouvoir empêcher tout phénomène de spéculation immobilière. C'est une grande particularité. Dans tous les cas, SAA comme SCH, ça porte sur la gestion d'un seul ensemble immobilier, pas sur plusieurs. Et une obligation très importante prévue par la loi, c'est l'obligation par les associés qui sont personnes physiques d'être domiciliés dans l'ensemble bâti. On peut faire des dérogations temporaires, mais tout de même, la règle est là, et c'est une règle qui est quand même assez contraignante. Et un autre point de leur régime juridique, c'est que pour les deux types de structures, c'est qu'il est obligé pour pouvoir lancer l'opération de réalisation de l'ensemble immobilier, de souscrire une garantie financière d'achèvement auprès d'un organisme d'assurance. Ça permet, si jamais les membres de la structure ne répondent pas aux appels de fonds de la structure, ne versent pas les sous nécessaires à la réalisation des travaux, eh bien la structure peut se retourner vers un organisme d'assurance pour demander à ce que cet organisme verse les fonds nécessaires à la réalisation des travaux. Bon, après, l'organisme lui-même pourra se retourner vers les associés qui ont été fautifs, qui n'ont pas versé les fonds. Bon. Mais ça permet donc de pouvoir s'assurer de la réalisation de l'ensemble immobilier. Et c'est obligatoire, et c'est le point bloquant qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de projet réalisé en France dans le cadre de SCA et de SCH. Parce que à ce stade, et ça c'est un point qui a été bien repéré, développé et travaillé par France Habitat Participatif, il n'y a aucun organisme d'assurance qui n'accepte aujourd'hui d'accorder des garanties financières d'achèvement pour les SCA et les SCH. Voilà. À la fin, ça tient au fait qu'ils ils considèrent qu'ils n'arrivent pas à évaluer le niveau de risque de ce type de garantie, et c'est un type de projet qui souffre d'une absence totale de précédent. On n'a pas d'exemple de projet réalisé à ce stade. Ce qui est un peu le serpent qui se mord la queue. On ne peut pas créer de nouveaux projets parce qu'on n'a pas d'exemple de projet réalisé. Voilà, malheureusement, c'est le point bloquant aujourd'hui sur la réalisation des sociétés d'habitat participatif mis en place par la loi ALUR. Bon, alors, j'arrive à la fin du panorama. Donc, on a la SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif. Donc, l'esprit de ce type de structure, c'est d'associer beaucoup de différents types d'acteurs dont un partie d'un territoire pour un projet d'intérêt général. Les logements, donc ça peut gérer des activités économiques, ça peut gérer des ensembles immobiliers, dont des logements. Si logements il y a, donc ils sont attribués en jouissance ou en bail locatif aux membres. Bon. Ça peut se décliner sous 3 formes de société commerciale, SAS, SARL ou SA. Et en termes de fonctionnement interne, de gouvernance, on a la possibilité de faire aussi bien des CIC qui n'ont pas de collège, il y a une seule catégorie de membres, ou si on fait plusieurs collèges, il faut qu'on ait au moins 3 collèges. Et qu'est-ce qu'on a dans ces 3 collèges minimum obligatoires? Un collège des salariés, et s'il n'y a pas de salariés de la structure, d'avoir au moins des producteurs ou du producteur, s'il est tout seul, qui produit donc des biens et services commercialisés par la SCIC. Un collège des membres qui sont bénéficiaires, qui bénéficient des actions de la SCIC, puis un collège autre qui est librement composable. Sachant que le nombre de voix dont dispose chaque collège au sein de l'Assemblée générale doit être pondéré. Cette pondération doit être prévue par les statuts, par exemple, prévoir que le collège des salariés dispose de 40% des voix dans les prises de décision en Assemblée générale. Et enfin, j'arrive sur la dernière structure, la société par action simplifiée, la SAS, coopérative. Alors, c'est une SAS, donc c'est un type de société commerciale, donc c'est coopérative. Donc ça veut dire que c'est en termes de régime juridique, c'est à la fois soumis au régime de ce type de régime juridique de société commerciale, et
au droit commun des sociétés coopératives, donc notamment le principe une personne égale une voix. Là-dedans, les logements peuvent être attribués aux membres en jouissance ou en bail locatif. Le grand intérêt de cette structure, à mon sens, c'est qu'on a une très grande liberté dans l'écriture des statuts. Vraiment, ça offre beaucoup de souplesse et c'est pour ça que c'est quand même un bon nombre de porteurs de projets en habitat participatif qui optent pour ce type de structure-là. Ça peut paraître à première vue étonnant parce que, bah, à la base, une SAS, c'est une société commerciale qui a vocation à gérer les activités économiques, mais ça peut tout à fait être utilisé pour gérer un ensemble bâti. Donc, d'ailleurs, une ouverture que donne cette structure, c'est non seulement de pouvoir gérer des biens immobiliers, mais c'est aussi de pouvoir gérer potentiellement des activités économiques de tout type en son sein. Bon, à noter que on peut avoir un organisme HLM de la partie dans les différents aujourd'hui dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années, dans la décennie 2010, qui permettent à un organisme HLM ou un organisme de foncier solidaire voilà, de pouvoir faciliter l'accès à la propriété pour des ménages précaires, qui sont sous plafond de ressources. Et c'est des dispositifs qui peuvent se marier avec des notions d'habitat participatif. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail autour de tout ça, mais vous avez trois dispositifs qui existent ici. La SIAP, Société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, le bail réel immobilier et le bail réel solidaire. Alors, dans un projet d'habitat participatif, en pratique, il est courant d'avoir plusieurs structures en réalité. Parce qu'on peut penser comme ça de prime abord qu'avoir une seule structure juridique, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais pas forcément. Non, non. Il y a même des cas, en fait, en réalité, en termes de facilité de création, de gestion, de gouvernance, de modèle économique, ainsi de suite, il est finalement plus simple, plus pratique d'avoir plusieurs structures. Voilà. Donc, par exemple, d'avoir une structure qui a donc la vocation, c'est d'être propriétaire et de gérer l'immobilier, une structure pour les projets non lucratifs, c'est très courant que ça soit une association de loi 1901, et puis une structure, ou plusieurs structures, pour les projets lucratifs. Voilà. Une personne souhaite faire de l'artisanat, souhaite faire du commerce, souhaite faire de l'activité touristique, voilà, dans l'ensemble géré, voilà, dans l'habitat participatif. Donc c'est tout pour voilà, ce panorama, on va dire, très rapide des différents types de structures. Mais moi, je développe ça beaucoup plus en détail dans un webinaire sur une journée entière, sur le droit de l'habitat participatif. Et puis, je fais beaucoup d'autres webinaires qui sont liés à l'habitat, de l'habitat léger, le financement des projets d'habitat, l'éco-construction, ainsi de suite. Également un webinaire qui porte sur l'animation des projets collectifs, la gouvernance, outils de communication, etc. Par ailleurs, j'ai le volet conseil pour les porteurs de projets, type jardin, habitat ou ferme, et puis des ouvrages, comme je l'évoquais précédemment, qui portent sur le droit immobilier et le droit agricole. Voilà. Bon, écoutez, on a le temps là pour échanger. Déjà pour traiter vos questions. Donc voilà, on a tout le temps ici, enfin tout le temps. On peut dire, allez, enfin une vingtaine de minutes quoi, pour aborder vos questions de clarification, de précision, s'il y a d'autres sujets que j'ai pas abordés liés à l'habitat participatif que vous voulez aborder. Voilà. Je peux vous écouter. Alors, il faut mieux que ce soit par micro, par audio, ça sera quand même beaucoup plus vivant. Bon, pour ceux pour qui le micro ne fonctionne pas, ça peut être également via la barre de discussion. Moi, j'avais une question. Dans le cas où, dans l'habitat participatif, il y a de la vente de biens, dans quel cas, en fait, s'il y a une société derrière, les personnes qui vont y être travailler devront se déclarer ou quel statut, en fait, juridique serait adapté pour, voilà, est-ce qu'il faudra se verser des salaires ou est-ce qu'il y a des formes juridiques ou est-ce qu'ils sont plus Alors, libres? vente de biens, de quoi parle-t-on exactement? Par exemple, permaculture pour de la production de fruits et légumes Mhm, ou d'autres. d'accord.
Toutes sortes Donc, la vente de biens et services, c'est ça que ça de veut biens et dire. services, oui, Oui, pardon. oui, non, parce que voilà, on peut Oui, mettre pas enfin, mal oui. de choses derrière le terme bien. Donc. Ok, ok. Ouais, alors comme je l'évoquais à l'instant, hein, on n'est pas obligé de tout mettre dans la même structure. Hein. Oui, mais sachant Bon, qu'après, comme c'est participatif, tout le monde va un peu y participer, même si c'est un peu, enfin, pas forcément, pas mais forcément, vraiment, tout existe, hein. Tout existe vraiment, vraiment. oui, Et puis même l'implication n'a pas nécessairement besoin d'être nécessairement très formalisée. Exemple. Exemple. Vous avez une SAS coopérative qui gère, voilà, collectivement là-dedans on gère l'ensemble immobilier, super. Et puis, vous avez évoqué le maraîchage. Eh bien, on a voilà, un des membres parmi les habitants qui, par ailleurs, donc, est maraîcher. Il a sur le site qui est géré, il a son activité de maraîcher en tant qu'indépendant. Mettons, bon, voilà, il crée une société, enfin, mettons, il crée sa structure agricole, je sais pas, par exemple une EARL, une entreprise agricole à responsabilité limitée. Voilà, et on fait une location. Il y a un terrain qui lui est loué par la SAS pour qu'il puisse exercer son activité. Et les autres membres de la structure, juridiquement, bah, il n'y a pas d'autre lien avec la structure, mais ça n'empêche pas qu'il lui achète ses légumes et puis que de temps en temps, il lui file des coups de main. Voilà, tant qu'on dérive pas sur du travail dissimulé, des choses voilà, qui sortiraient complètement du cadre. Voilà, si c'est une implication bénévole sur le site, ça n'a absolument pas besoin d'être formalisé. Et donc, euh, c'est bah, on peut tout à fait avoir une articulation de ce type. C'est plutôt léger même de fonctionner comme ça. Hein. ok. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on veut gérer dans une même structure, à la fois la propriété immobilière et des activités professionnelles, ça amène toujours une certaine complexité. Alors je dis pas que c'est impossible, mais ça amène toujours quand même une certaine complexité sur beaucoup de points au niveau de l'activité professionnelle, en termes de régime fiscal, en termes de statut social. Voilà. Alors que quand on fait comme ça, on articule des structures distinctes, euh, c'est souvent plus simple. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements? Oui, c'est Oui. Daniel. Vous disiez qu'il n'y a pas de de société coopérative d'habitants qui existe. Or, à côté de chez moi, dans le Gard, Ouais. c'est une coopérative d'habitants, une société coopérative d'habitants qui est en Voilà. train de construire là en ce moment, Ouais. voilà, qui a obtenu effectivement, donc elle existe, mais je Mhm. pense qu'il y a peut-être d'autres. Et Mhm. en fait, l'histoire de la garantie dont vous parliez, effectivement, ça a été, pendant un moment, ça a été bloquant. Enfin, ils ont eu un peu chaud, quoi. Mais en Mhm. fait, si je me rappelle bien, c'est le département qui a accepté Ah. de fournir la garantie ou quelque chose comme ça. Après, ils ont trouvé une Ah solution. bah, alors ça c'est vraiment une nouvelle, hein, parce que vraiment Ouais. ça, enfin, à ma connaissance, Je ne sais encore pas une si fois, c'est exactement le département, mais je ouais, sais ouais. Alors qu'ils ont effectivement, trouvé la si, solution. ah ouais, bah c'est Ça génial s'appelle s'ils ont réussi à Gécologie. débloquer, génial s'ils ont réussi à débloquer la situation. C'est vrai que avoir une garantie financière amenée vers une collectivité territoriale, ça c'est très rassurant pour les organismes de crédit, Mhm. enfin d'assurance, pardon, en l'occurrence. Euh, donc super, c'est réussi parce que vraiment c'est la première fois dont j'entends parler de quelque chose qui arrive à se débloquer à ce niveau-là. Ce qui amène enfin, le petit point quand même de vigilance que je dois amener à ce niveau-là, c'est que le terme coopérative d'habitants, il y a une certaine confusion aujourd'hui dans l'usage de ce terme. Euh, Parce que on a la SCH telle que mise en place par la loi Allure, comme je l'ai évoqué, mais il y a un bon nombre de porteurs de projets qui appellent leur structure coopérative d'habitants, alors que c'est pas une coopérative d'habitants telle que mise en place par la loi Allure. D'accord. Ouais, ça amène ça amène de la confusion, hein, je sais. C'est vrai que Parce que, en fait, faut bien comprendre qu'avant que ça soit mis en place par la loi Allure, avait déjà des structures, notamment Abicop, Mhm. qui mettaient en place, qu'elle appelait, et qui appelle toujours d'ailleurs des coopératives d'habitants, euh, qui sont, qui sont structurées en CSAS coopérative. Voilà.
Mm. Donc, voilà, Elles sont structurées en quoi? En en quoi? SAS coopérative. D'accord. Voilà. Ouais, c'est un point qui est un peu confus, qui amène de la confusion, hein, en pratique, Et, malheureusement. et du coup, alors, lorsque c'est structuré en SAS coopérative, ça veut dire d'une part qu'on peut obtenir des garanties, enfin, ça sort du cadre de la loi Allure ou on n'a pas de Voilà. souci. Si on est en SAS coopérative, ben, c'est-à-dire que, alors, pour être vraiment complet, une société coopérative d'habitants telle que mise en place par la loi Allure, ça peut être en SAS. D'accord? Mhm. Bon. Mais bon, donc, mais dans une SAS coopérative qui n'est pas à loi Allure, hein, bah, qu'est-ce que ça change? Bah, on n'a pas cette obligation de souscription d'une garantie financière d'achèvement. Voilà. Et D'accord. finalement, qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça amènerait d'être en société coopérative d'habitants à Et- Lure? Euh, Bah, la seule chose que je vois concrètement, parce que on peut concrètement, c'est le fait qu'on peut cadrer par les statuts le prix de revente des parts sociales. Voilà. Ce qu'on ne peut pas dans la SAS, alors. Dans ce que l'on ne peut pas faire dans la SAS coopérative qui n'est pas à Lure. Effectivement. Cela dit, cet intérêt reste très relatif parce que dans une SAS coopérative non allure, on peut prévoir une procédure d'agrément, c'est tout à fait possible et c'est très classique de le mettre. Et donc ça permet de finalement d'empêcher de façon détournée, ça permet d'empêcher la spéculation. Voilà. Ah, Et oui. Par exemple, voilà, quelqu'un il a un lot qui à la base ça vaut 50 000 euros. Bon. mm, Il veut revendre ses parts à quelqu'un d'autre, il veut les revendre 70 000. Bon, là, c'est pas. Là, alors qu'à la base, dans l'esprit du projet, on avait dit pas de spéculation. Bon. Les statuts peuvent pas empêcher ça. Ils peuvent pas empêcher ils peuvent pas cadrer le prix de la revente. Mais, par contre, si on met une procédure d'agrément, les autres associés, ils peuvent bloquer grâce à ça. On peut dire, ah bah non, mm. non, on met un veto là sur ton projet de vente. Euh, parce que on peut pas, il n'y a pas besoin d'ailleurs, c'est pas obligatoire d'avoir une justification, mais la raison est que, de fait, hein, on n'est pas d'accord que ça se passe avec ce prix-là, et donc bah, ça force la main, personne qui souhaite partir, pour finalement revendre avec ses 50 000 euros. Et j'ai une autre petite question sur un autre sujet, c'est est-ce que du coup la coopérative, Ah oui, et puis pardon, oui, l'autre distinction qui est fondamentale aussi, c'est que quand on est en SAS coopérative loi Allure, eh bien, les personnes physiques, membres, ont l'obligation d'être domiciliées sur site, alors que cette obligation n'existe pas pour une SAS coopérative qui n'est pas loi Allure. Donc bon, personnellement, je vois pas l'intérêt de s'embêter avec le régime juridique de la SAS coopérative loi Allure. En fait, quand on écrit correctement les statuts d'une SAS coopérative pas Allure, on a tout ce qui nous intéresse dans l'habitat participatif sans les contraintes de la loi Allure. et si j'ai bien compris, mon autre question, c'est du coup avec la SAS, on a la possibilité par exemple de faire une location, Mhm, de tout à fait. louer une partie, alors qu'on ne peut pas le faire en coopérative. Si, on peut le faire aussi. On peut le faire aussi en coopérative d'habitants. Pourtant, on Mhm, n'a tout à fait. pas le droit de... Ah non, ça c'est dans les associations. C'est l'association qui n'a pas le droit de faire du commerce. Ah oui. Enfin, c'est Association pas exactement agréée. ça. Une association pourrait faire de la location, c'est pas illégal, hein. Par contre, là, dans le cadre associatif, on est dans une autre logique. On a la logique de est-ce que l'association a but lucratif ou non lucratif? Bon, voilà. Par défaut, une association loi 901, elle a but non lucratif. Euh, et après, pour déterminer si une association factuellement est à but non lucratif ou lucratif, ou à but lucratif, il y a un certain nombre de critères qui ont été mis en place, définis par l'administration fiscale. Bon. Mais bref, pour qu'une association reste bien à but non lucratif, effectivement, il y a un gros point d'attention sur à qui elle loue et à quel prix finalement. Est-ce qu'elle vend comme fait de la location comme ferait n'importe quel bailleur, ou est-ce qu'elle le fait dans un but d'intérêt général bon. Parce que D'accord. par contre, si elle le fait comme n'importe quel bailleur, bah, elle agit comme une association à but lucratif, ce qui est possible, ce qui est légal. Mais ça a des conséquences importantes, notamment au niveau fiscal, parce qu'elle sera soumise à tous les impôts commerciaux. Mm, mm, mm.
Et au niveau fiscal, la SAS et la société coopérative loi Allure, c'est très différent? Ah non, pas du tout. Il y a pas de différence au niveau fiscal. Ok. Pas de différence au niveau fiscal. Voilà, que dire? Bah, comme je l'évoquais, en fait, dans société coopérative habitant loi Allure, ça peut se faire en société civile ou ça peut se faire en société commerciale. Donc, le panel des possibles, il est large. Euh, en fait, pareillement, on a du choix au niveau du régime fiscal. Non, pardon, là je dis une bêtise. On a moins d'options au niveau fiscal en SAS coopérative non allure, puisque par défaut, on est sur l'impôt sur les sociétés. On peut faire la bascule temporairement et sous certaines conditions particulières pour l'impôt sur le revenu, mais ça, voilà. Quand même, le régime par défaut, c'est donc l'impôt sur les sociétés. Euh, alors que sur une société coopérative loi Allure, on a le choix d'en le faire sous forme de société civile ou de forme de société commerciale. Et donc derrière, ça donne le choix sur le type de régime fiscal que l'on souhaite mettre en place. Bon, après, le choix du régime fiscal, pour une structure qui n'a pas vocation à gérer de l'activité économique, c'est un point qui a travaillé, certes, mais c'est pas un point crucial, à mon sens. Merci. Par contre, si on est sur une structure où on gère à la fois de l'immobilier et des activités économiques, oui, là, la question du choix du régime fiscal devient plus importante. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points vous voulez aborder, préciser? Mhm. Ah, c'est encore moi. Du coup, si j'ai la possibilité juste de dire un petit mot, je trouve ça vraiment très intéressant tout ce que vous avez dit. J'ai pas tout suivi, donc est-ce que vous savez quand vous mettrez l'enregistrement Ah oui, vous nous enverrez un lien, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, ouais, mais dans les prochains Je jours, ouais. réécoute, là, il y a des choses que j'ai C'est perdues. normal. A fortiori, si vous n'avez pas déjà de formation un peu en droit, ça fait beaucoup de notions condensées, hein. C'est tout à fait normal Mmh. de ne pas avoir tout immédiatement intégré. La vidéo, justement, et les supports aident à mieux assimiler tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, c'est super. Ok, est-ce qu'il y a des questions qui restent? Vous voulez aborder autre chose? Du coup, il est possible de combiner des statuts. Il est possible de commencer avec un statut pour ensuite passer à un autre Ouais. statut. Je veux dire, on achète un terrain, on n'a pas spécialement prévu de faire de l'activité dessus, ou du Uh-huh. moins, on a prévu une activité, mais on n'a pas spécialement prévu de vendre ou de faire une prestation spécifique. Mhm. On peut commencer avec un statut, Mhm. ensuite modifier le statut si les Mhm. projets viennent. Tout à Est-ce que fait. pour ça, il faut plutôt on peut vraiment gérer ça soi-même en regardant un petit peu sur Internet. C'est moche ce que je suis en train de dire, mais en gros, je vulgarise. Ou est-ce que vraiment, c'est très, très préférable de se faire aider par un avocat? Et à ce Ah, moment-là, le budget, c'est quoi, clairement? c'est quand même très préférable, on va pas se mentir. À moins qu'en interne, vous ayez quelqu'un qui soit bien compétent en droit. Voilà. Non, mais au cas où c'est pas le cas. Ouais, je peux que vous inviter à vous faire vraiment accompagner par un professionnel du droit, quoi. Euh, Parce que c'est quand même très technique hein, quand on rentre dans les détails. C'est ça. Alors, bon, la documentation, voilà, si vous n'êtes pas un professionnel du droit, elle peut quand même vous permettre de vous former, de comprendre les lignes directrices, ce qui est important, hein. Mais pour rentrer dans le dur de la rédaction de statuts et des démarches administratives, ouais, c'est vrai que clairement, il vaut mieux se faire accompagner. Alors, c'est vrai que dans l'ensemble, hein, je fais une grande généralité, mais rares sont les professionnels du droit compétents en habitat participatif, hein. Que ce soit les avocats, les notaires ou autres, hein.
Bon. Et Donc, ceux qui sont spécialisés en droit immobilier, ils sont pas ouais. forcément efficaces. Ah bah non, pas forcément. C'est Ah bah non, génial, mais ça veut bah dire que ouais. ça nous facilite encore plus la tâche, Eh tout ça. oui, eh oui, eh oui. Bah ouais, non, mais c'est un retour qui est vraiment courant. Moi, j'ai entendu plein de fois. C'est un groupe qui avait vu voir un professionnel du droit. Bon, et puis bon, la personne était compétente dans l'immobilier, mais l'habitat participatif, non, il en avait jamais entendu parler. Alors, ils sont bien. C'était difficile, quoi. Bon. Ouais, malheureusement, c'est l'état des choses, hein, actuellement. Alors, bon, Ouais, cela ouais. dit, il y a quand même, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, hein, dans la conférence, c'est que on a quand même déjà le RAP, hein, qui se met en place, donc le réseau des accompagnateurs, l'habitat participatif, donc pour le coup un réseau de professionnels qui se positionne spécifiquement sur l'habitat participatif, donc ça c'est une ressource quand même intéressante. Après, il y a toutes les structures qui sont fédérées au sein d'Habitat Participatif France, hein, qui sont des structures locales en fait, avec des échelles, ça varie selon les structures, des fois c'est des échelles régionales ou départementales ou plus locales, qui font un bon job aussi d'accompagnement et de formation, hein. Faut aller regarder là-dedans, quoi. C'est important. Et Euh, c'est après, répertorié sur un ouais, site. après C'est répertorié. le coût de l'accompagnement, il est pas cadré par la loi déjà. Déjà. Après, c'est première chose à poser. Euh, Vraiment, ouais, enfin. En fait, la variable essentielle, c'est le nombre d'heures de travail qui va avec la prestation. Mm. Euh, Entre juste un travail pour, ok, vous guider sur le type de structure adapté à votre projet, bon, ça va, c'est quelques heures, jusqu'à un travail où on va vraiment rédiger l'ensemble des statuts, c'est pas la même. Euh, Sur Mais des sinon, les prestations. statuts, c'est nous qui devons les rédiger. Alors on peut le faire, sauf dans les cas où un acte notarié est obligatoire, comme la copropriété, où là forcément c'est un notaire qui va réaliser. Bon, en tout cas, dans des prestations, pour vous donner un ordre de grandeur, on en est un quand même. Quand on fait appel à un professionnel du droit pour une mission complète, de conseil et de rédaction de statut, on est dans une fourchette 2000-3000 euros, quoi. Voilà. Pour vous donner un ordre de grandeur. Bon. Après, enfin, quand vous avez affaire à un indépendant, et ça peu importe, qu'il soit notaire, qu'il soit avocat ou autre, en amont, vous pouvez faire une demande de devis, hein, pour pouvoir tâter le terrain et Oui. savoir exactement ce qu'il en est, hein. Bah, oui, de toute façon, je pense qu'après chaque projet étant complètement Et oui. Mais ben, différent. par nature, un projet d'habitat euh, participatif, c'est quelque chose de très contextualisé. Mm. ok. Bon, et ben merci. Non, mais c'est toujours bon à savoir. Enfin, c'est mieux de savoir vers quoi on va et pour anticiper les coûts et tout, c'est quand même plus sain, je pense. J'avais une petite question sur l'indivision. Mhm. C'est une structure à part entière ou c'est un espèce d'acte, un acte entre les acheteurs? Alors, il n'y a pas d'acte fondateur sur une indivision. Il n'y a pas, je veux dire, pour mettre en place une indivision, il n'y a pas besoin de mettre en place un acte. Une indivision, à la base, c'est une situation de fait. C'est juste le fait que plusieurs personnes possèdent collectivement un bien, ou plusieurs biens du reste. C'est directement lors de l'achat qu'on Voilà, alors acte ça, d'achat. c'est le produit, c'est le résultant finalement, ça peut être le résultat d'un achat. C'est aussi fréquent que ça soit le résultat d'un legs, hein. Vous avez une succession, vous avez quelqu'un qui décède, cette propriété est transmise à ses héritiers, et ces héritiers, par défaut, à moins qu'on ait prévu autre chose dans le testament, reçoivent le bien en indivision. C'est D'accord. aussi un cas très classique, hein. Voilà. Après, comme je le précisais, on a un régime juridique qui s'impose, ok, mais on peut le compléter, on peut l'amender via une convention d'indivision qui est rédigée entre les indivisaires. Donc, dans le cas où c'est un achat en indivision, il n'y a pas forcément de procédure en amont à faire ou de Non, déclaration. Ça peut se faire assez rapidement. c'est l'avantage. Ouais. C'est l'avantage, effectivement. D'où le fait que ça soit assez fréquent, c'est pour ça que j'en parlais de cette procédure, que
Lorsqu'on souhaite un groupe faire l'achat d'un bien pour se lancer dans son projet, il le fasse en indivision. Alors, c'est vraiment rare qu'il le fasse pour rester tout de suite, par la suite, de façon pérenne en indivision. C'est vraiment rare, ça. Mais par contre, c'est tout à fait courant qu'il le fasse parce que il n'y a pas de création de structure à faire en amont. Donc, on peut faire l'achat et puis une fois l'achat fait, on a le temps Structuré. devant soi pour pouvoir basculer sur une autre structure. Mhm. Hmm. Ok, est-ce qu'il y a des dernières questions, d'autres sujets que vous voulez voir? Bon, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres sujets que vous voulez aborder, on peut conclure là le webinaire. Je pense que déjà, ça a été beaucoup d'informations. Euh, Écoutez, bah, comme précisé, hein, je vous enverrai les éléments, enregistrement et support par, par mail. En tout Et cas, puis, merci beaucoup, hein, et pour... puis, par mail, et pour ceux qui regardent l'enregistrement sur YouTube, il y a un certain nombre de liens vers des sites ressources et vers moi-même ce que je propose là-dedans, donc en descriptif sous la vidéo. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Si. Avec Merci. plaisir. Merci et bonne soirée. Oui, bonne soirée, puis bonne suite Merci. dans vos projets. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.